Je m'appelle Alexandra Scaillet, je suis juriste 3.0. Et aujourd'hui, on va aborder le grand sujet de la fiscalité des droits d'auteur. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions en 15 minutes. Essayer d'aborder les problématiques liées à cette fiscalité, quels sont les changements récents, quelles sont les nouveautés qui vont arriver au courant de cette année, en tout cas qui sont planifiées et qui vont peut-être être mis en place, et donc voir un peu où est-ce qu'on est au niveau de la fiscalité des droits d'auteur et potentiellement comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait mettre en place cette fiscalité, quelles sont les règles à respecter, on viendra sur les bases et on verra un peu quelles sont euh, les, euh, les questions pour le futur à se poser ou en tout cas les éléments à garder en tête. Et voilà, on va commencer avec ce webinaire. La première chose que je vais aborder ici, c'est qu'est-ce que les droits d'auteur finalement, quelles sont les conditions pour entrer dans cette notion de droit d'auteur. Globalement, les droits d'auteur, ce sont des œuvres littéraires artistiques. Il faut remplir donc des conditions, et l'une de ces conditions, c'est être une œuvre littéraire et artistique. Cette notion est relativement large, et c'est voulu et c'est volontaire de rendre cette définition large de la part de l'Union européenne, parce que ça a été une définition qui a été donnée par l'Union européenne. Et l'objectif étant de faire en sorte que plein de choses soient comprises dedans. Ce qu'on entend dans le langage courant par œuvres littéraires artistiques, ce sont des livres, des tableaux, des chansons, mais cette définition permet aujourd'hui d'avoir aussi les codes d'un programme informatique, les applications, ce genre de choses, qu'on a étendu un peu plus la définition d'œuvres littéraires et artistique à cette nouvelle notion existante avec son temps. Ensuite, on a l'idée aussi que cette œuvre littéraire et artistique, on fait bien la distinction en œuvre littéraire qui doit être quelque chose qui doit être exprimé en mots. Ce sont des mots, hein, donc concrètement, qu'ils soient oral ou écrit. Et le côté artistique, c'est un peu tout le reste, tout ce qui n'est pas exprimé en mots, notamment, par exemple, une musique n'est pas exprimée en mots. Et donc là, on a effectivement le côté artistique d'une musique où les paroles est sont une œuvre littéraire exclusivement. Donc, on peut avoir une chanson qui peut être à la fois une œuvre littéraire et une œuvre artistique du fait de ses caractéristiques, d'accord? Et évidemment, la loi prévoit aussi toute une série d'exclusions de choses qui ne pourront jamais être considérées comme des droits d'auteur. On parle notamment des textes de loi, par exemple, ne seront jamais protégés par les droits d'auteur. Les parfums aussi ne pourront jamais être protégés par les droits d'auteur. Les paysages, tout ce qui est naturel, qui vient de la nature, ne peuvent pas non plus être protégés par les droits d'auteur. Les découvertes archéologiques non plus. Des recettes de cuisine, par exemple, ce genre de choses. Il y a toute une série d'exclusions où on ne peut pas revendiquer être l'auteur de ce type d'œuvre, si on peut appeler ça des œuvres. Ensuite, on a la deuxième condition qui est l'activité créative. Il faut avoir en tout cas ce caractère créatif de l'œuvre, c'est-à-dire que il y a une création humaine, c'est-à-dire que l'œuvre a été créée par un humain et pas le fruit du hasard, d'accord? L'idée, c'est que on ne puisse pas attribuer ça. Par exemple, on a toute la problématique liée à l'intelligence artificielle qui crée des œuvres. Est-ce que le fait d'utiliser une intelligence artificielle et que l'œuvre est créée par une intelligence artificielle, est-ce que ça remplit la condition de créativité? Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que oui, parce que l'idée de base vient d'un être humain, et donc on a effectivement l'esprit humain qui intervient quand vous rédigez un prompt, par exemple. Mais on pourrait se poser la question de savoir, ok, mais c'est une intelligence artificielle qui crée l'œuvre. Est-ce que l'utilisation d'un outil est problématique? Et donc là, on fait la comparaison avec un photographe qui utilise un appareil photo pour créer une œuvre. Eh ben, il utilise un outil, et l'intelligence serait artificielle serait un outil aussi dans mon exemple. Et donc ici, le fait d'avoir une création humaine, il faut se dire que l'humain intervient quelque part.
D'accord? Entre guillemets, on peut synthétiquement dire ça comme ça. Ensuite, on a tout ce qui est mise en forme, hein, c'est la troisième condition. Il faut que ce soit perceptible par les sens. Peu importe la manière dont vous avez l'œuvre, il faut que ce soit mis en forme. C'est vraiment une condition très importante. Ça ne doit pas être quelque chose que vous avez encore dans votre esprit, une idée ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment que quelqu'un d'autre puisse se rendre compte que l'œuvre existe de quelque manière que ce soit parce que vous l'avez verbalisé, soit parce que vous avez écrit sur papier, soit peu importe. Mais il faut que ce soit existant et que ce soit pas quelque part dans votre tête, d'accord? Ensuite, il y a la condition de l'originalité, hein. Il faut évidemment que ce soit propre à l'auteur, qui reflète la personnalité de l'auteur. Vous devez mettre un minimum de vous dans cette œuvre. C'est notamment pour éviter toutes les œuvres qui sont créées avec des contraintes artistiques en disant, moi, je veux que vous me créez un paysage de jardin, mais je veux tel type de fleurs, il y a tel type, je veux que ce soit aménagé comme ça. Là, effectivement, le paysagiste, imaginons qu'il pourrait être effectivement considéré comme auteur d'un de l'aménagement en tant que tel du jardin, hein. On extrapole, c'est un peu à la limite avec l'exclusion des paysages, mais on pourrait considérer, en argumentant bien, que c'est considéré comme une œuvre. Et donc ici, s'il y a tellement de restrictions, ben, on pourrait considérer que l'œuvre n'est pas originale et on ne tombe plus dans la protection de droit d'auteur. Pareil pour un auteur qui écrit un livre où on lui dit tu dois avoir c'est tel sujet, l'histoire se passe comme ça, tu ne fais que l'écrire. Voilà, c'est plutôt problématique dans ce genre de cas. On est vraiment voilà sur un manque d'originalité et donc ça devient problématique. On n'est plus dans le cadre de la protection des droits d'auteur. Donc, si vous remplissez toutes ces conditions-là, vous êtes euh, considéré comme auteur d'une œuvre et il y a une protection qui vous est accordée en tant qu'auteur, hein, vous le savez, vous avez des droits en tant qu'auteur, il y a tout ce qui est les droits liés à les droits patrimoniaux et tout ce qui est lié aux droits moraux, hein, c'est les deux différents types de droits que vous avez. Vous avez les droits patrimoniaux qui est un peu les droits d'exploiter l'œuvre, c'est-à-dire distribuer, les reproduire, la communiquer au public, la louer, demander des droits d'auteur, hein, de la rémunération en échange de vos œuvres. Voilà, ça c'est exploiter l'œuvre en tant que telle. Et puis on a tout ce qui est droit gros, hein, le droit de divulguer ou non l'œuvre, le droit de paternité et les droits à demander le respect de l'œuvre, qui sont des droits, eux, qui sont juste que vous pouvez pas céder, qui vous sont accordés à vitam aeternam. Et donc ça, ce sont évidemment la différence entre ces deux types de droits, c'est juste un rappel. Et une fois que vous exploitez ces œuvres, vous allez potentiellement demander une rémunération et donc on va avoir ce qu'on appelle une rémunération d'auteur qui va être potentiellement taxée. Et c'est là qu'on arrive au sujet de la taxation des droits d'auteur qu'on va aborder. Et globalement, ici, on aborde dans un premier temps le sujet des travailleurs. Comment est-ce que je fais si mes travailleurs créent des œuvres ou moi je suis travailleur et je crée des œuvres, les œuvres m'appartiennent et même mon entreprise pour qui je travaille exploite mes œuvres. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas si mon entreprise exploite mes heures? En général, on prévoit, soit dans le contrat, soit dans le règlement de travail, dans une convention spécifique de cession de droits d'auteur, que les travailleurs cèdent leurs droits à l'entreprise, qui, elle, va pouvoir exploiter. Et en échange de ça, elle va être rémunérée et va avoir une rémunération. Et globalement, ici, la rémunération est considérée comme une rémunération alternative à la rémunération classique parce qu'elle bénéficie d'une taxation spécifique et différente de ce qu'on appelle les revenus professionnels et elle va être considérée comme des revenus mobiliers. Et donc, on va voir juste après comment c'est taxé les revenus mobiliers. Et donc, ici, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ça fait l'objet d'une réforme fiscale et que c'est toujours en train de faire l'objet de réformes un peu tous les ans parce que
c'est une voie dans laquelle beaucoup d'entreprises vont pour accorder une rémunération très intéressante, qui est moins taxée que la rémunération habituelle. Et donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on octroie des droits d'auteur à un travailleur, on a l'obligation et non seulement de faire attention à des limites fiscales hein, pour que ça reste intéressant, mais en même temps d'évaluer le temps de travail, le temps de création, on va dire ça comme ça, le temps de création qu'un travailleur passe à réaliser des œuvres pour l'entreprise. Parce que si on lui octroie des droits d'auteur au-delà du temps de création qu'il passe en général pour sa fonction, par exemple, ben moi, chez Legal PME, je crée des supports de formation, je crée euh, des articles, je crée pas mal de choses par écrit, et ben ça correspond pas à l'entièreté de mon temps de travail chez Legal PME et auquel cas on évalue un certain pourcentage de mon temps de travail sur mon 38-40 heures semaine. Ben, je fais à peu près 20% de mon temps par semaine en droit d'auteur et donc on va m'accorder une rémunération qui équivaut à 20% en droit d'auteur en proportion de ma rémunération globale que j'ai habituellement. On peut octroyer voilà 20%. Il y a des calculs à faire et des formules à respecter qui sont établies par l'administration fiscale. Mais sachez qu'il faut évaluer en tout cas le temps de créativité. D'accord. Et en plus, il y a les limites fiscales habituelles à respecter. On va les voir juste après, mais sachez que et gardez bien ça en tête, qu'en plus de ces limites fiscales, il faut évaluer le temps de créativité. Les principes sont très similaires pour les dirigeants d'entreprise. Donc, si vous êtes dirigeant et que vous souhaitez vous accorder des droits d'auteur parce que vous cédez vos œuvres à votre entreprise, globalement, le principe est le même. On fait une convention de cession de droits d'auteur. Ici, on ne parlera plus de contrat de travail ni de règlement de travail, dans lequel on évalue son temps de travail. On peut aussi évaluer sur base du chiffre d'affaires de l'entreprise quand on est dirigeant, mais c'est moins souvent accepté par l'administration fiscale. Donc, on est plutôt sur le temps de créativité aussi et en respectant les limites fiscales, mais globalement, le principe est globalement le même. Concrètement, une fois qu'on a attribué ces rémunérations au droit d'auteur, comment est-ce qu'on va être euh, taxé et comment est-ce que le régime fiscal va s'appliquer à nous et quel est le régime fiscal finalement qui s'applique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne seront pas considérés comme des revenus professionnels, mais comme des revenus mobiliers, avec un taux de taxation ici de plus de l'ordre de 30, 40, 50% pour les revenus professionnels, mais de l'ordre de 15% sur des revenus nets. Euh, Parce que encore aujourd'hui, mais on verra que ça va potentiellement être supprimé, on a la possibilité sur, par exemple, ben voilà, je gagne 200 euros bruts de droits d'auteur, je vais déduire des frais qui peuvent être soit des frais réels, soit des frais forfaitaires. Grosso modo, ces frais, c'est quoi? C'est tous les frais que moi je dois payer pour conserver ou acquérir mes revenus, notamment par exemple un chanteur qui fait appel à la SABAM, il doit payer des frais à la SABAM. Hein, ces frais-là sont des frais déductibles, les frais de stockage par exemple des œuvres, ce genre de choses, toute cette série de frais qui peuvent être générés dus à l'œuvre. Et donc, on va venir déduire ça. En général, la plupart du temps, on ne va pas essayer d'établir les frais réels qu'on paye, on va essayer d'établir des frais forfaitaires. Et là, l'administration fiscale a établi des limites de montant et jusqu'à combien de pourcents on peut, entre guillemets, déduire des frais, c'est 15, 25 ou 50%. Plus on gagne de revenus, plus la déduction de frais sera diminuée. Donc globalement, je vais dire, entre 0 et je ne sais plus exactement les montants. Je crois que c'est euh, allez, disons 2000 euros, c'est 50% déductible. De 2000 à, je sais pas, 5000, c'est 25%. Et puis après,
Après, au-delà de ce montant-là, c'est 15% déductible. Et donc, on va fractionner pour les frais déductibles. On va venir diminuer ça du montant brut. Et sur mon montant net, je vais appliquer un taux de 15%. Quand on sera lors de la déclaration d'impôt, qu'on rentre au mois de juin, juillet, ça dépend comment et quand vous souhaitez la rentrée. Mais sachez que pendant l'année, on va avoir aussi l'application d'un précompte mobilier. Donc, on va faire des déclarations qu'on a perçues ces revenus de droit d'auteur tout au long de l'année. Et donc, l'État va faire des provisions, va anticiper le prélèvement d'impôts. D'accord? Globalement, elle va appliquer un pourcentage. Elle va essayer de prélever jusqu'à 30% du revenu pour établir l'impôt. Et c'est tout globalement ce qui viendra en déduction dans votre déclaration aussi et qui dira, voilà, j'ai déjà payé de l'impôt, normalement je devais payer ça, je vais potentiellement récupérer une partie ou je vais récupérer que ou je vais devoir rendre, ou peu importe, ça, c'est votre calcul à vous, mais ça interviendra dans votre déclaration pour venir diminuer le montant, étant donné que vous avez déjà provisionné en amont pendant l'année lors du précompte mobilier. Qui doit payer ce précompte mobilier? C'est le débiteur. Donc, en l'occurrence, si vous êtes travailleur, c'est l'entreprise qui doit payer le précompte mobilier et faire la déclaration de précompte mobilier. C'est jamais l'artiste, c'est la personne qui paye la rémunération qui fait la déclaration et qui paye du coup à l'administration fiscale. Si jamais vous venez à payer par vous-même, imaginez vous êtes auteur ou l'auteur paye le précompte, ça va être problématique parce que l'État va pouvoir redemander une deuxième fois au débiteur. D'accord? Et la déclaration doit se faire dans les 15 jours du paiement. Voilà. Ça, c'est pour les grands principes de choses qui existent déjà et qui n'ont pas été changées ici en 2023. On verra qu'il y a des nouveautés en 2026, notamment sur les frais déductibles qui vont euh, les frais forfaitaires vont être supprimés, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de frais forfaitaires, le montant, on n'aura plus de déduction possible, uniquement les frais réels. Donc, il va falloir justifier, apporter des pièces justificatives si on veut apporter des déductions. Euh, alors, concrètement, aujourd'hui, c'est bien toutes ces règles, mais l'administration fiscale a balisé un peu tout ça, un peu tous ces, euh, ces, euh, en tout cas, la manière dont on attribue les droits d'auteur, notamment en matière de travailleurs et des dirigeants, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui accordaient ça et ça devenait un avantage salarial et l'administration fiscale perdait un peu en revenus professionnels et donc là, c'est là qu'on est beaucoup plus taxé. Donc, c'était beaucoup plus intéressant de revoir le système et donc elle a exclu et remis des conditions complémentaires pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Et c'est uniquement de l'ordre du fiscal. On n'est plus de l'ordre du droit et des prérogatives que vous bénéficiez en tant qu'auteur. Non, on est uniquement sur l'aspect fiscal et bénéficier ce taux avantageux de 15%. Il faut être soit titulaire d'une attestation du travail des arts, soit avoir cédé son œuvre. Notamment, on cède l'œuvre à l'entreprise et l'élément déterminant, c'est d'avoir communiqué, que l'œuvre soit par la suite communiquée au public, qu'elle soit reproduite et qu'elle ne soit pas cachée, que ce soit cédé, soit une licence, peu importe la manière dont vous exploitez votre œuvre, mais il faut qu'il y ait en tout cas cette communication au public qui est vraiment l'élément le plus important. Et c'est pour ça que la majorité du secteur IT a été exclue par l'administration fiscale, considérant que les œuvres protégées étant les codes des programmes informatiques, eh ben, elles n'étaient pas communiquées au public et auquel cas vous perdiez le droit à cet avantage fiscal. Voilà, il y a eu pas mal de limites aussi qui ont été ajoutées. Déjà, le plafond existant hein, d'un montant annuel qui est variable chaque année. On a 75 360 euros pour cette année. Hein, c'est le plafond maximum que vous ne pouvez pas dépasser en droit d'auteur. Au-delà de ça, le montant qui dépasse sera requalifié
en revenu professionnel, donc au-delà de ce montant. On a aussi la limite de 30% de l'enveloppe financière globale, hein, donc vous devez, sur tous les avantages que vous avez, vous ne devez pas dépasser 30%. Ça, c'est une limite complémentaire que vous ne devez pas dépasser. Si vous dépassez cette limite de 30%, le montant excédentaire sera taxé en revenu professionnel. Et puis, on a, entre guillemets, la dernière limite qui est le plafond. Là, sur 3 ans, une moyenne annuelle ne doit pas dépasser ce fameux montant qui est indexé chaque année et qui est pour cette année 75 360. Si vous dépassez cette limite-là, malheureusement, tous les revenus de droit d'auteur seront directement considérés comme des revenus professionnels. Et là, on parle plus de montant excédentaire, c'est vraiment l'entièreté du montant, d'accord? Donc, faire très attention à ces limites qui aujourd'hui sont vraiment très bien connues. Donc, je crois que ça ne nécessite pas vraiment de commentaires. L'élément très important à avoir en tête ici, c'est que pour le moment, il y a un projet de loi vous voyez un peu l'image ici au-dessus, hein, qui date de décembre mais qui n'a toujours pas été approuvée à la Chambre. Donc, c'est toujours en stade de projet. Ils ont envisagé donc de supprimer la déduction des frais forfaitaires qui existe. Donc, on aurait plus la possibilité de diminuer de 50% les revenus et donc on serait taxé de 15% sur l'entièreté. Donc, on perd quand même 50% potentiellement qui ne seraient pas taxés. Donc, ça, c'est quand même assez problématique. Il faudrait alors commencer à justifier avec des frais réels. Il parle aussi d'envisager de réintégrer les programmes IT ou tout le secteur de l'IT au droit d'auteur. D'accord et du coup, réintroduire ou diminuer cet aspect de communication au public qui est déjà existant. D'accord voilà, ça c'est pour tout ce qui est aspect en matière de fiscalité, droit d'auteur. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, hein, info@legalpme.be. On a évidemment le livret, la majorité des informations, ils sont encore corrects, donc n'hésitez pas à vous le procurer. On a des formations et des mini-webinaires pour la suite. N'hésitez pas à consulter le site et voir s'il n'y a pas d'autres sujets qui vous intéressent. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis un grand merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et bon appétit.